prochaine séquence à suivre, on va parler bien sûr de souveraineté industrielle. Entre dépendance et autonomie, quel équilibre avec nos grands témoins. Il est déjà venu sur une précédente édition de Ride. Grand plaisir de le retrouver sur cette troisième édition évidemment de Ride 2026. Référent des questions de souveraineté industrielle, reconnu bien sûr, il a été chargé par les ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure d'une mission prospective sur la politique industrielle française à horizon 2035. Il est auteur des ouvrages Les néo-industriels et Le réindustrialiser, le défi d'une génération. Il plaide d'ailleurs pour une industrie au service de la souveraineté, de la cohésion territoriale et de la transition environnementale. Après une carrière, ancien industriel évidemment opérationnel, une carrière au sein de Saint-Gobain et au plus haut niveau de l'État, il a lancé en 2019 à l'initiative Territoire d'industrie pour soutenir la renaissance industrielle des territoires. Ils sont d'ailleurs bien représentés dans notre zone d'exposants que je vous invite à découvrir dans les pauses récréatives qui sont consacrées évidemment à ces moments dans la journée. Merci donc d'accueillir notre prochain grand témoin, ancien conseiller industrie énergie à l'Élysée, polytechnicien et ingénieur du corps des mines, Olivier Luancy. Bonjour mon cher Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir, je le disais, de vous retrouver. On avait eu le plaisir de partager la scène de Ride dans une précédente édition. Donc, vous avez accepté de revenir parce que vous êtes attaché à cet événement et au sujet que nous allons aborder ensemble. Commencez d'ailleurs peut-être par un constat. Après plusieurs décennies de désindustrialisation, ça a été évoqué notamment par Nicolas, avec ce besoin de réindustrialiser nos territoires, notre territoire national. C'est redevenu un impératif politique, un vrai sujet politique avec un grand P. Pourtant, on a un pays, et notre pays, qui fait face à une dette élevée et à une forte instabilité politique. Pour le coup, dans cet environnement, racontez-nous, vous, quelle est votre vision ? Selon vous, la question est l'état justement réel de notre appareil industriel. Aujourd'hui, est-ce qu'on est finalement à un tournant ou encore et éternellement dans une phase de rattrapage ? Olivier Luancy. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. La présentation que vous avez faite de moi est super sympa. J'aimerais juste rappeler un truc, c'est que moi je suis ce que j'ai appelé une fois dans une émission podcast que vous connaissez peut-être, un gone des territoires. Moi je suis né à Albertville et j'ai profité du système de la méritocratie française, mais j'oublie jamais que je suis né dans un territoire où il y a eu de la scierie, il y a toute une histoire liée à l'électricité, à l'hydroélectricité. Voilà. Deuxième question toute simple sur où est l'état de l'industrie française. Réponse compliquée. Il y a un intervenant juste avant moi qui disait il faut être fier de notre industrie. Et oui, je le partage, mais il faut aussi être lucide sur ce qui est en train de se passer. Et ce que je vais vous dire n'est pas pour vous faire une douche froide en début de journée, mais juste pour qu'on soit bien les pieds sur terre pour envisager la suite. Je pense que si on n'a pas un constat lucide sur la situation, nous ne ferons pas les solutions partagées qui ont été évoquées. Les uns énonceront des choses, les autres d'autres choses, mais s'il n'y a pas ce constat partagé, il n'y a pas le socle qui permet de nous projeter dans le futur. Alors, on peut remonter très très loin, je ne vais pas le faire. Je vais juste partir, je dirais, d'après les années Covid. Le Covid a été un choc, certes sanitaire, mais aussi collectif, prise de conscience de l'état de dépendance dans lequel on était, pour des articles de faible contenu technologique, des masques, des articles de contenu intermédiaire, comme des respirateurs, et puis des articles très sophistiqués, comme des vaccins, par exemple, des vaccins ARM. Je pense que ça a été une prise de conscience. À la suite de ça, on a connu quelques années que j'ai qualifiées du printemps de notre renaissance industrielle. On a créé pendant quelques années plus de 100 usines nettes, c'est-à-dire ouverture moins fermeture en France par an. On était sur une trajectoire où on créait 30 000 à peu près emplois manufacturiers en France, emplois salariés. Voilà, ça c'était le printemps de notre réindustrialisation et qui a fait dire à notre président de la République la bataille de la réindustrialisation est en train d'être gagnée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces événements, notamment en mai 23 à l'Élysée. Quelque part, c'est le rôle du politique de nous emmener dans l'ambition. Simplement, et c'est là où les choses se gâtent, et je vous demande de le prendre en étant réaliste et pas pessimiste, c'est que cette courbe s'est inversée en 2024.
En 2025, par exemple, nous avons détruit 20 000 emplois salariés en France. Nous avons fermé en net 65 usines. Le premier trimestre de 2026, en termes d'emplois salariés, est sur la même tendance. Et si je vais jusqu'au bout de la projection, il ne se passera pas grand-chose en 2026 parce que c'est avant 2027. Il ne se passera pas grand-chose sur le premier semestre 2027 parce qu'il y a des échéances électorales en France et on connaît la manière dont ça gèle les politiques publiques. Et si, quelle que soit l'équipe, ce n'est pas un propos partisan qui remporte l'élection de 2027, admettons qu'à l'été 2027, il y ait des mesures très pro-industrie qui soient mises en œuvre. Elles mettront 18 mois à avoir leur effet sur le terrain. C'est le temps dont vous avez besoin pour investir, pour recruter, pour monter vos projets. Et donc, je crains que nous soyons sur un toboggan qui nous amène jusqu'à fin 28 environ, avec une perte d'emplois manufacturiers sur le sujet. Le plus rageant dans cette histoire-là, qui n'est pas agréable à énoncer, pour moi le premier, je ne me fais pas plaisir en vous disant ça, j'en retire vraiment aucun plaisir, c'est qu'il y a des solutions qui existent et qu'elles ne sont pas mises en œuvre. Et je dirais que tout le défi que nous avons sur les 18 mois à venir, c'est de faire en sorte de préparer le terrain pour qu'au plus vite, au plus fort, elles soient mises en œuvre. Parce qu'elles sont pour la plupart consensuelles, parce qu'elles sont partagées entre les représentants des syndicats de salariés ou les organisations patronales, et que, hélas, je les vois très peu émerger dans les projets de partis politiques qui commencent à être publiés, en tous les cas pas à la hauteur de l'enjeu. Bon Olivier, merci pour ce petit coup de clim que vous nous posez dès le démarrage, mais c'est important effectivement de faire preuve de lucidité, on l'a dit évidemment dans mes échanges avec Nicolas notamment. Ces solutions, ces filières, ce que vous appelez peut-être, et vous me le direz, les 4 glorieuses de la décennie, vous identifiez justement ces grandes filières stratégiques capables peut-être de tirer l'industrie française. Pourquoi la défense? Pourquoi le nucléaire? Pourquoi les réseaux électriques? Et bien sûr, les data centers vous semblent constituer les principaux moteurs industriels des 10 prochaines années, avec peut-être quelques illustrations à la clé au besoin. Oui, c'est juste du fait, on s'est souvent targué, il nous faut un État stratège. C'est vrai, il nous faut un État stratège. Moi, j'aimerais déjà qu'on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer dans notre économie. Il y a 4 secteurs sur lesquels nous allons investir en France entre 100 et 200 milliards d'euros sur les 10 ans à venir. C'est quasiment planifié, c'est écrit. La défense, les réseaux électriques, les centrales nucléaires, et avec les annonces qui ont été faites récemment, sans doute les data centers. Si autour de ça, vous vous rendez compte de l'effet de traction que ça peut donner sur un tissu économique. Si nous étions capables, derrière ces investissements, de sécuriser 80 à 90% d'approvisionnement de ces investissements issus du tissu, du socle industriel français, vous avez là 3-4 secteurs qui tirent énormément. Alors les 3 premiers, vous avez dit surtout les data centers, ça c'est l'effet de mode parce qu'on vient de sortir de Choose France. Les 3 premiers sont essentiellement pilotés par la puissance publique. Donc si on est intelligent en utilisant les textes européens sur la commande publique, sur les marchés publics, on doit y arriver. On a ça dans notre génétique française, c'est quelque part la reprise des grands programmes gaulo-pompidoliens. Pour les data centers, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des investisseurs nord-américains ou japonais qui viennent en France pour la prise électrique décarbonée, et donc il va falloir faire un coup de judo, un coup de rapport de force en disant certes on vous offre cet accès, certes on va déséquilibrer notre offre-demande électrique tellement vous avez besoin de cette électricité décarbonée, mais il y a une contrepartie, c'est que vous vous fournissiez le plus possible sur le territoire français ou européen. Au début, vous n'allez pas trouver de puces parce qu'on n'en fabrique pas, mais mettons-nous autour de la table pour que dans 10 ans, le data center dans 10 ans ait un contenu de 80 à 90% de Made in Europe. Ça, c'est les 4 premières. 2 autres filières qui vous parleront, on a 2 filières, hélas plus que 2 en France, mais chérissons-les, qui sont largement exportatrices. C'est l'aéronautique et le luxe. Et quand vous avez fait cette première cartographie, vous avez 6 filières ou 6 secteurs, et je ne fais pas de la stratégie, je ne tire pas une fléchette dans une cible à 200 mètres.
Je dis simplement les choses telles qu'elles sont économiquement aujourd'hui. Vous avez 6 secteurs qui sont capables de tirer notre industrie pendant la décennie à venir. Ça ne suffira pas. Deuxième message. On est en train de perdre l'auto. L'auto est une industrie structurante, diffusante. Tous les territoires français avaient un sous-traitant d'auto dans les décennies passées. Et donc, il va falloir aussi réinventer notre tissu économique, pas que par des filières, mais par des territoires qui se singularisent, des PMI, des ETI qui deviennent leaders dans leur marché. C'est le modèle italien qui leur réussit tellement. C'est nos cousins, ils sont latins comme nous, ils sont peut-être un peu plus décentralisés que nous, mais néanmoins, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire renaître un tissu complémentaire de ces 6 filières qui nous permettent de tirer l'industrie. Vous avez là l'équation, la stratégie industrielle, pas la peine de refaire un plan et mettre plein d'intelligence autour de la table, ou alors c'est pour l'exécution, parce que c'est là où on n'est pas bon, c'est pas la réflexion, c'est comment une fois qu'on a repéré ces opportunités, on les met en œuvre, comment on fait en sorte qu'il y ait 80 à 90% des approvisionnements de ces grands projets qui alimentent notre mécanique, notre chimie, nos équipements électriques. Ça, c'est de l'exécution et c'est là le cœur de la question et de la solution. Bon, voilà pour ces filières, évidemment, et fabriquer ces champions que vous évoquez à l'instant. Pendant 40 ans, sur la question peut-être plus analytique, financière, on a organisé évidemment nos chaînes de valeur autour des coûts les plus bas. Est-ce qu'aujourd'hui, la souveraineté, la transition écologique et la rareté d'ailleurs des ressources doivent nous pousser vers une économie plus coûteuse? Autrement dit, est-ce qu'il faut accepter finalement et enfin que la souveraineté ait un coût? Hélas, oui, mais c'est encore une évidence. Quiconque a fait un cours d'économie sait que la rareté fait augmenter les prix. Quiconque a été industriel un jour sait qu'une contrainte sur une chaîne d'approvisionnement, parce qu'on veut être souverain, parce qu'on veut respecter des normes environnementales, parce qu'on veut réduire notre empreinte environnementale, que ces contraintes-là se traduisent en coûts supplémentaires. Donc oui, il faut l'accepter. Nous avons passé 40 ans à optimiser notre système économique en cherchant à optimiser le coût, à le baisser, quitte à faire des choses qui peuvent paraître de l'extérieur de la folie. Le tableau de bord de votre voiture électrique a sans doute fait 2 ou 3 fois le tour du monde avant d'arriver devant vous. Au moins certaines parties de votre tableau de bord. Si on commence à mettre, et c'est notre projet de société, de souveraineté et de réduction de notre empreinte environnementale. Si on met des contraintes à ce système qui, pendant 40 ans, voire plus, a optimisé les coûts, oui, c'est logique, c'est normal. Nous allons avoir une augmentation des coûts. Et donc, le monde de la rareté est naturellement un monde inflationniste. C'est très problématique face au pouvoir d'achat, mais si on ne le reconnaît pas, on se leurre totalement et on s'enfonce dans une impasse. Justement, alors peut-être pour être efficace, et Nicolas, en bon pragmatique, opérationnel, industriel, a évoqué l'idée de concentrer justement et de choisir peut-être ses combats et de se concentrer. On sait que l'État ne pourra pas probablement tout financer, ni tout relocaliser d'ailleurs. Comment est-ce qu'on détermine ce qui relève peut-être réellement de la souveraineté ? Et autrement dit, quels critères permettent de distinguer ce qui est stratégique d'une industrie ou d'une production simplement souhaitable ? Comment est-ce qu'on va faire la différence? Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse un raccourci, et je voudrais revenir un petit peu sur ce que je disais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts de compétitivité à faire en Europe. Nous avons des valeurs, nous avons un projet de société autour de la réduction de l'empreinte environnementale, du modèle social. La manière dont nous l'avons mise en œuvre est sans doute pas optimale. Pour respecter ces valeurs ou ces objectifs, il y a sans doute trop de règles contradictoires, trop de règles instables. Et donc là-dessus, nous avons des poches de compétitivité en Europe qu'il ne faut surtout pas négliger. Mon propos est de dire, cette course à la compétitivité en Europe a un plancher qui est notre projet de société, la manière dont on veut vivre. Et nous ne serons jamais aussi compétitifs que des pays ou des continents qui ne souhaitent pas décarboner leur économie, qui ne souhaitent pas respecter un modèle social et des valeurs sociales qui sont les nôtres. Et donc, à un moment donné, après ou en même temps que cette recherche de compétitivité supplémentaire, ce qu'on a sous le pied, il faudra bien, à un moment donné, se protéger, parce que sinon, c'est de la concurrence déloyale.
Je vous fais juste un petit clin d'œil à un rapport de l'OCDE qui a défendu pendant des décennies le libre-échange. Le libre-échange a créé de la richesse dans le monde, c'est indéniable. La population sous les seuils de pauvreté dans le monde a baissé en absolu, pas qu'en relatif. Donc le libre-échange et le commerce, David Ricardo et Adam Smith n'avaient pas tort. Simplement, aujourd'hui, on est à une limite parce qu'on a des pays, des continents qui divergent dans leur modèle de société. Et je reviens sur l'OCDE qui a sorti une première évaluation des aides publiques de la Chine à son outil productif. C'est renversant. Vous le saviez tous les jours quand vous êtes en concurrence avec un producteur chinois qui a quelque chose qui n'allait pas normalement. Quand un article chinois arrive sur le sol européen pour le prix que vous payez de la matière seulement, évidemment, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc il faudra se protéger. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut tout protéger ? C'est la solution Trump, hein ? Taxe 30% sur tous les produits chinois. Reprise en France par Clément Beaune, haut commissaire à la stratégie et au plan, dans un rapport très récent. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette solution-là. Je pense qu'elle ne serait pas acceptable, au moins pour deux raisons. Elle a un impact inflationniste supplémentaire qui serait très difficile à faire accepter en France, au moins en Europe en général. Et le deuxième point, c'est qu'en Europe, pour faire ça, il faudrait qu'on se mette d'accord en Europe et les États membres n'ont pas tous la même vision du sujet, les mêmes intérêts stratégiques. Et je pense qu'on va se diriger vers ce que j'appelle du protectionnisme en dentelle, c'est-à-dire choisir nos combats. Quels sont les produits, quelles sont les productions qui sont essentielles à notre société et sur lesquelles nous voulons ne pas dépendre d'autres producteurs, d'autres continents qui peuvent du jour au lendemain nous claquer entre les doigts. C'est vrai pour les puces électroniques, c'est vrai pour le raffinage des terres rares, c'est vrai pour les antibiotiques. Je vous rappelle que 80% de nos antibiotiques proviennent d'Inde. C'est vrai pour nos services électroniques où on est totalement dépendant des États-Unis. Et donc la question qui est devant nous aujourd'hui, c'est quels sont nos combats ? Quelles sont les productions essentielles ? Quand je dis production, vous pouvez élargir à services, sur lesquelles nous voulons absolument détenir un contrôle en France ou en Europe. Cette liste n'existe pas. C'est là aussi où je me moque un peu de cet État stratège. Franchement, c'est une liste qu'on devrait faire, qu'on aurait dû faire. Sectoriellement, on l'a tenté, on la tente aujourd'hui sur les produits chimiques, on l'a fait aussi sur les médicaments, mais il n'existe pas de liste globale qui traverse tous les secteurs de notre économie et qui définisse clairement quels sont nos combats. Je pense que c'est une des premières batailles sur laquelle on doit être aujourd'hui. Quelles sont nos productions essentielles que nous voulons garder, protéger, assurer. Olivier Leonsi, choisir ses combats, choisir ses armes, peut-être aussi entre relocalisation, diversification des fournisseurs, bien sûr constitution des stocks et partenariats européens. On a évoqué évidemment cette Europe, peut-être cette troisième voie et qu'il faut consolider, qu'il faut muscler. Il existe en tout cas plusieurs degrés de sécurisation, je ne sais pas comment le dire autrement. Quels sont, selon vous, les outils dont nous disposons sans tomber, effectivement, vous l'avez dit, dans une logique d'autarcie ? Comment est-ce qu'on va choisir les bonnes armes, le bon arsenal, les bons outils que je viens d'évoquer là ? Alors c'est là où on arrive vraiment dans la dentelle et où les idées que je défends se heurtent à du prêt-à-penser en politique industrielle et notamment vu de Paris et souvent vu de Bercy. Il n'y aura pas de solution unique. Quand vous avez choisi vos combats, c'est autant de guérillas à mener qui ne se feront, à mon avis, pas avec les mêmes outils, les mêmes armes. Je vais prendre deux exemples. Nous avons réussi avec le bonus-malus, au moins pendant un temps, à limiter l'invasion du marché français par les véhicules électriques chinois. Bonus-malus. Sur les panneaux solaires, on a réfléchi à des critères réglementaires pour s'assurer que les onduleurs qui transforment l'électricité continue qui sort des panneaux en électricité, en un courant alternatif pour alimenter nos réseaux, aient des contraintes vis-à-vis de l'électronique chinoise pour des raisons de sécurité. S'il avait la possibilité de bloquer tous les panneaux solaires d'un seul coup, vous avez un choc sur le réseau qui vous entraîne un blackout. Là, on est sur une réglementation technique. Sur les pompes à chaleur, l'idée était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une contrainte pour favoriser une production européenne sur les gaz calorifuges ?
calories porteurs, pardon, etc., etc. Donc nous allons au-devant d'une bataille où il n'y a pas une solution unique. Je ne crois pas à la solution unique qui s'appliquerait à tous. Chacune de ces catégories demandera un degré de sécurisation différent. Parfois, il faudra contrôler la production. Parfois, il faudra contrôler 30% de la production. Parfois, il faudra juste savoir faire et se dire qu'en 6 mois, on est capable de monter en puissance si jamais notre fournisseur nous faisait défaillance. Tout ça, c'est des choses de détail dans lesquelles il va falloir rentrer. Et on a cette forme de plaisir de la pensée unique, de la solution unique, une forme de paresse qui me semble être pas adaptée aux combats qui sont les nôtres demain. Je vais illustrer ça. Hein. Je discutais avec quelqu'un que j'aime beaucoup de la Direction générale du Trésor sur le bonus-malus véhicule électrique, qui a marché pendant quelques années, encore une fois, hein, avec des résultats très probants. Et je lui disais, il va falloir faire la même chose sur 200 catégories de produits. Il me dit, Olivier, tu n'y penses pas, tu ne peux pas savoir le nombre d'heures qu'on a passé là-dessus. Eh bien oui, il va falloir industrialiser la protection, catégorie de produits par catégorie de produits. C'est indispensable si on veut réussir. Ou alors, on se fait une muraille de Chine, on s'isole, on fait du Trump. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas notre intérêt économique, ce n'est pas notre projet de société et ce n'est même pas en gouvernance possible au niveau européen. Olivier, vous parlez de savoir-faire justement à l'instant. Je voudrais qu'on parle de ce défi de l'exécution industrielle. Vous insistez souvent quand on vous lit sur l'importance de la compétence d'industrialisation et de l'excellence opérationnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore les savoir-faire nécessaires dans les investissements massifs annoncés, dans le nucléaire, dans la défense notamment, ou les infrastructures électriques? C'est quoi le sujet compétent, savoir-faire là, pour relever ces défis? Ça, c'est sans doute le plus gros, parce que redéfinir une politique industrielle, ce que je vous dis, j'y crois, donc j'espère que ce sera mis en œuvre, mais ça peut marcher en quelques années. On a un vrai sujet de compétence qui est un sujet structurel. Pour ceux qui ont suivi un peu ma carrière, j'ai été industriel, j'ai été, je ne sais pas comment dire, fonctionnaire et membre de cabinet, j'ai fait du conseil et je suis dans l'enseignement supérieur depuis 1 an et demi. Je vais vous dire quelque chose qui n'étonnera personne. Ce qu'on lit les journaux sur le niveau en maths et en sciences des élèves qui arrivent dans nos parcours est hélas très vrai. Pour vous dire, au CNAM, on a cette liberté parce qu'on est en formation tout au long de la vie. Donc, on n'a pas promis à des élèves que 5 ans après le bac, ils auraient leur diplôme d'ingénieur. Donc, quand on récupère des élèves qui veulent faire ça, en général, on leur glisse 1 année supplémentaire de licence 3 pour faire une remise à niveau. C'est ça la réalité de tous les jours de la formation qu'on vit. Et ils font quelque part, alors c'est pas en formation initiale, mais ils font un diplôme d'ingénieur en 6 ans parce qu'il faut récupérer les bases. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Il faudra revenir sans doute, et même obligatoirement, sur la réforme de 2019. Encore une fois, ce qui a été décidé par nous, collectivement, par nos représentants, peut être décidé inversement. Et en attendant, il faut absolument se mobiliser sur les territoires. Je vous rappelle une règle essentielle qu'on a tendance à mettre de côté sur la façon dont on organise notre outil de formation, c'est que les Français sont peu mobiles. Je ne vous ferai pas de dessin, hein, je suppose que les gens qui vivent dans ce territoire-là l'adorent pour les conditions de vie, pour y avoir leur maison, leur attache, leur famille, leurs amis. Et en fait, cette réalité française est très forte. Et donc, il ne faut pas imaginer qu'un jour, et je vais faire une caricature, vous m'en pardonnerez, on formera un soudeur à Lille pour qu'il aille travailler peut-être à Nantes ou à Marseille. Et donc, il faut absolument que les territoires, en attendant qu'il y ait cette réforme plus globale, qui viendra, j'en suis convaincu, mais qui prendra du temps, il faut absolument que les territoires, les chefs d'entreprise, les acteurs du territoire s'emparent du sujet de la formation. Quels sont les profils dont les entreprises, industrielles notamment, ont besoin sur les 3 à 5 ans? Ce n'est pas facile à faire, surtout vu l'incertitude dans laquelle on est, mais c'est faisable. Je vous donne comme un exemple, parce que souvent, il faut donner un exemple, même si vous l'avez peut-être déjà fait un peu, le territoire de Lac-Potarbes. Ça s'appelle de la GPEC territorialisée. Ils en sont à leur 2e génération. Une fois que vous avez identifié ça, quel est mon outil de formation ? Quel est l'écart entre le besoin et l'offre?
Est-ce que je vais créer des écoles de production? Est-ce que je vais faire, comme ça a été fait, ouvrir des CFA de l'UIMM à d'autres filières professionnelles qui avaient besoin de ces compétences? Voilà ce type d'exercice qui, dans le court terme, alors ça ne se fait pas dans un claquement de doigts, mais en quelques dizaines de mois, peut permettre de résoudre un peu cet écart entre les besoins et la réalité de la formation. Je vous rappelle que nous avons en France, même aujourd'hui, 60 000 postes vacants de manière récurrente dans l'industrie. Ça nous coûte 5 à 6 milliards d'euros de valeur ajoutée, soit 2 à 3 milliards d'euros en moins dans les comptes publics, puisque 50% de la valeur ajoutée, in fine, se retrouve dans notre espace public, que ce soit par les charges sociales ou par les impôts. Voilà à peu près l'équation devant laquelle on est. Il y aura une solution globale, elle prendra du temps. Emparez-vous de ce sujet au niveau territorial, main dans la main avec les acteurs économiques, si possible les syndicats. Quand ils sont représentés territorialement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a de la GPEC territoriale à faire. C'est à mon avis une absolue, une urgente nécessité. Bon, Olivier, si vous évoquez évidemment cette question cruciale, on l'a bien compris, impérieuse, de la gestion des compétences et de la formation dont les territoires doivent se saisir. Ça va se jouer ici, notamment à Territoire d'Industrie. Vous défendez une approche davantage d'ailleurs ancrée dans ces écosystèmes locaux, alors sans faire le girondin échevelé. Est-ce que pour autant ce sujet de souveraineté, ce sujet d'industrie va se jouer éminemment dans les territoires, davantage dans les territoires que dans les ministères? On a une tradition historique française extrêmement centralisée, verticale, vous l'avez dit suffisamment. Ça va se jouer sur les territoires? Alors je crois que oui, et je vais vous l'expliquer en 2 mots, même si l'explication peut paraître un peu provocatrice, parce que il y a une région qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes et qui a créé un fonds souverain régional il y a quelques années. Et j'avoue que quand j'ai vu la terminologie région et souverain, j'ai un peu tiqué au départ. Alors, partons du haut. Il a été fait mention de l'Europe. Il n'y aura pas de souveraineté, il n'y aura pas de souveraineté économique sans que ce sujet soit pris en charge par l'Europe. La France, c'est 3% du PIB mondial. Nous ne pesons rien, n'ayons pas peur des mots, face à des géants comme les États-Unis ou la Chine. Nous ne pouvons exister dans ces rapports de force qu'à l'échelle européenne. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps parce que les États européens n'ont pas les mêmes intérêts, mais il ne faut jamais, jamais quitter cet horizon-là. In fine, ça se jouera à l'échelle européenne. Entre-temps, ça se jouera à l'échelle nationale, qui est l'échelle classique de la souveraineté, de l'État-nation tel qu'il a été créé, conçu, et dont la France est souvent citée comme un modèle exemplaire. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la capacité d'exécution de cette souveraineté a un peu quitté le niveau national, que je trouve très embourbé, peu capable d'innovation dans les modes de faire, peu réactif à un nouveau monde qui se présente à nous. Et si oui, l'échelle nationale reste indispensable, il faudra nécessairement, pour refaire un outil productif, s'orienter vers cette souveraineté économique, qu'on s'appuie sur les régions et les territoires. Je vais vous donner 2 chiffres qui me semblent extrêmement parlants. Quand on a fait cette étude sur les politiques industrielles à 2035, on a mis en évidence que 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation, ce ne sont pas les nouvelles filières. Oui, il faut faire de l'hydrogène, oui, il faut faire de l'ordinateur quantique, oui, il faut faire de la batterie, mais ces filières-là, ça représente 1/3 de notre potentiel de réindustrialisation. Les 2/3, c'est vous, c'est les entreprises ancrées dans les territoires qui doivent se moderniser, investir, conquérir de nouveaux marchés, grandir. Ça, c'est les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation. C'est très spécifique, c'est parce que derrière nous, on a 40 ans de désindustrialisation. Maintenant, si on regarde les moyens publics, juste les subventions et les sommes de subventions, 90 à 95% de l'argent public pour aider au développement économique est entre les mains de l'État. 5 à 10% entre les mains des régions et des intercommunalités. Comment voulez-vous faire ce matching entre 2/3 du potentiel et dans les territoires, dans les boîtes existantes, dont l'interlocuteur public premier, c'est pas Paris, c'est au mieux la région quand elle n'est pas trop grande. C'est certainement l'intercommunalité. Et que ce niveau-là de
politique publique dispose 5 à 10% des moyens d'accompagnement financier. Alors vous me direz, il n'y a pas que les moyens d'accompagnement financier, on peut faire un outil de formation, on fait des stratégies, on fait des écosystèmes, etc. Mais je prends juste cet indicateur. Donc nous ne réussirons pas à refaire notre souveraineté économique sans l'Europe comme ultime objectif, sans la nation, parce que c'est elle qui détient tous les concepts, la plupart des moyens et cet attachement, mais on ne le fera pas sans décentraliser. Et il n'est pas une contradiction de faire un fonds souverain régional quand la France n'est pas capable de faire un fonds souverain national. C'est aussi simple que ça, c'est devant nous, c'est pragmatique. C'est devant nous, c'est pragmatique. Ce sont évidemment et vos mots et vos expressions fortes évidemment pour rappeler l'engagement de nos territoires sur cette question de la souveraineté. Olivier Luhancy, qu'on peut applaudir évidemment. Professeur Opnam, merci beaucoup. Un des grands témoins de cette journée, 3e édition de RAEN. Merci beaucoup.